Un soldat israélien a été poignardé ce matin par un Palestinien. L'assaillant a été tué. Scénario quasi identique hier à Jérusalem où il y a en moyenne 2 attaques terroristes par mois. Israël s'est donc adapté. 200 000 civils comme David portent une arme en permanence. Shimi, lui, participe à une brigade d'intervention spécialisée dans les attentats. Vous allez aussi découvrir comment la loi a évolué et une école qui forme les agents de sécurité, un entraînement quasi militaire. Israël, l'ultra-sécurité. Reportage d'Antoine Bonnetier, Eva Laloum avec Sophie Herbet. Ils ne connaissent pas le scénario, mais ces 3 recrues vont devoir déjouer un attentat. Un exercice qu'il leur faut réussir pour décrocher leur diplôme d'agent de sécurité privé. Début de l'exercice. C'est le scénario de la gare. L'un d'entre eux est en charge des fouilles à l'entrée de la station, quand soudain, un terroriste ouvre le feu. Le temps de réaction des agents doit être inférieur à 2 secondes. Réveille-toi. Et l'attaque circonscrite en 20 secondes. Ils mettront plus d'1 minute. Pour le formateur, c'est un échec. Yevgeny, il est vraiment nul. Oui, je sais. Le directeur de l'académie est furieux. Les recrues sont aux 2/3 de leur formation de 20 jours et leur temps de réaction est encore beaucoup trop long. Toi, tu as couru vers le terroriste, mais tu as pris trop de temps pour tirer. Tu as perdu quelques secondes. Pour moi, c'est critique, parce que c'est le temps nécessaire aux terroristes pour se faire sauter. Impossible d'imaginer qu'ils seront dans 7 jours sur le terrain. Je vous l'ai dit, il faut combattre. Tu sors ton arme, tu la charges et tu vas au combat. Si tu fais des erreurs, on rectifiera plus tard. Mais je veux des combattants déterminés et agressifs. Ceux qui ne dégainent pas assez vite vont échouer au test. Ici, les agents de sociétés de sécurité reçoivent une formation quasi militaire et peuvent porter des armes de guerre, ce qui est interdit en France. C'est un maillon essentiel de la sécurité d'Israël. Les besoins de sécurité ici sont immenses. Dans n'importe quel pays, la police et l'armée ne peuvent pas assurer seuls la sécurité des civils. Ce n'est pas réaliste. En réalité, on a besoin de plus de personnel. Les compagnies privées répondent à ce besoin en Israël. Ici, la sécurité, c'est un marché. Il existe 200 sociétés de sécurité en Israël, 80 000 agents sur le terrain, dont la moitié en armes. À Jérusalem, ils sont omniprésents. À cette station de tramway du centre-ville, un agent armé est posté toute la journée. Car ici, on compte en moyenne 2 attaques terroristes par mois. Pour faire face, la police a déployé un dispositif d'une densité unique au monde. À l'intérieur et autour de la vieille ville, il y a plus de 650 policiers qui patrouillent, la plupart à pied. Et nous disposons de 320 caméras de surveillance qui couvrent toutes les ruelles et tous les angles. Toute la journée, des motards patrouillent dans l'attente d'une alerte. C'est une patrouille d'intervention rapide à moto qui peut répondre à tout type d'attaque. Il est armé d'un pistolet 9 mm. Il peut arriver en moins de 2 minutes n'importe où dans Jérusalem. Mais la clé de voûte du système, c'est le renseignement. En plus de la vidéosurveillance, des agents civils observent les comportements, prêts à intervenir. Si une voiture passe plusieurs fois au même endroit, elle est repérée. Pour nous, elle est suspecte. Si quelqu'un va et vient au même endroit, même en téléphonant, nous le surveillons, puis l'interrogeons. Prévenir le risque terroriste en ciblant des comportements suspects. Une science qui en Israël est enseignée dans les salles de classe. À 21 ans, Louisa donne des cours de profilage à des agents de sécurité. Ce jour-là, elle leur apprend à repérer de faux papiers. Regarde bien cette carte d'identité. Dis-moi si elle est vraie ou fausse et dis-moi comment tu arrives à ta conclusion. C'est une vraie carte. Les bords de la photo sont arrondis. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Aucun signe suspect. La carte est effectivement authentique, l'exercice est réussi. Comme toutes les Israéliennes, Louisa a fait 2 années de service militaire.
c'est sur les checkpoints de l'armée qu'elle a appris à cibler les individus et à contrôler. Une personne qui porte un manteau en plein été, qui porte un sac qui ne lui correspond pas, qui montre des signes de nervosité ou qui au contraire paraît trop décontracté. Tous ces signes, on peut les détecter avant même que l'individu approche d'un train, par exemple. Cela permet d'éviter une attaque terroriste. Et pour éviter les attaques, la législation antiterroriste va très loin. Le long de l'autoroute, dans cette prison située en territoire palestinien, certains détenus sont incarcérés sans acte d'accusation ni jugement. On appelle cela la détention administrative. C'est le combat de Léa Tsemel. Cette avocate, qui défend de nombreux détenus palestiniens, dénonce une procédure arbitraire. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Il suffit que quelqu'un lise de la propagande sur son ordinateur, ou qu'il coche une case, ou qu'il partage ses informations. Cela s'appelle de l'incitation et ça suffit pour placer quelqu'un en détention administrative. Le suspect peut être incarcéré pendant 6 mois, renouvelable indéfiniment. Ça peut durer des années. Un de mes clients a été incarcéré pendant 7 ans. Il a finalement été libéré simplement parce qu'il avait été détenu si longtemps. Je pense que c'est inacceptable. En tant qu'avocate, je suis prête à défendre n'importe quel client. Cette procédure est une honte. Les raisons de l'incarcération peuvent être classées secrètes et ne pas être communiquées au détenu et son avocat. Plus de 600 personnes sont aujourd'hui emprisonnées sous ce régime, un régime qu'Israël justifie par des raisons de sécurité impérieuses. Dans ce pays, qui vit depuis sa création en guerre permanente, chacun doit être capable de répondre à la menace, y compris les civils. Dans ce centre de tir, les Israéliens viennent s'entraîner au maniement des armes. Un formateur leur apprend à tirer dans toutes les positions. Prêt. À genoux. Debout. La législation sur le port d'armes a été assouplie récemment. Il faut avoir au moins 21 ans, un casier judiciaire vierge, un certificat médical et suivre une journée de formation. Regardez bien devant vous. Visez le centre de la cible. Je vais venir vous voir l'un après l'autre. David s'entraîne tous les 6 mois, même s'il porte une arme depuis 15 ans. Je la porte tout le temps, quand je vais à la banque, faire les courses, quand je me promène avec mes enfants. Je l'ai toujours sur moi. Ils sont près de 200 000 civils à être autorisés à porter une arme, principalement à Jérusalem ou dans les colonies. Une force jugée indispensable, mais aussi un risque de bavure que le directeur du centre de tir minimise. En général, on n'a pas de bavure, normalement. Mais on ne peut pas le garantir à 100%, ça peut arriver. Mais les militaires et les policiers peuvent aussi faire des erreurs. Nous sommes tous des humains. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut bannir les armes. En Israël, la population est rompue à l'usage des armes. Le service militaire est obligatoire, 3 ans pour les hommes et 2 pour les femmes. Les citoyens sont également mis à contribution pour les secours. Dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Sharim, Shimi Grossman dirige un centre d'appel. Je vous ai envoyé la facture hier. J'espère que tout va bien. Ce chef d'entreprise appartient à une brigade d'intervention spécialisée dans les attentats. Zaka, une association religieuse créée à l'origine pour recueillir les restes des victimes et ainsi rendre honneur aux morts, conformément au rite du judaïsme. Ces bénévoles portent aussi secours aux blessés. Shimi peut ainsi être appelé à tout moment. Ça peut arriver maintenant ou au milieu de la nuit, chaque jour, chaque minute. Le beeper, il peut sonner maintenant pendant que je vous parle. Et si ça se passe près d'ici, je prends mon scooter et je pars immédiatement. Dès qu'un attentat se produit, Shimi Grossman part avec ce scooter porter les premiers secours. Il a suivi une formation médicale d'1 an. Là, on a le défibrillateur. Vous savez, ça sauve des vies grâce à des décharges électriques. En appuyant sur le bouton, vous pouvez sauver une vie dans la minute même de votre arrivée. On a aussi une bouteille d'oxygène, avec le masque à placer sur la victime.
Grâce à son scooter, il arrive toujours avant les secours. Quand les victimes ont besoin d'un massage cardiaque, il faut le faire dans les 7 minutes après l'arrêt cardiaque. Avec nos scooters, on arrive avant les ambulances. On sauve des vies tous les jours ici. Comme Chimi, 1600 bénévoles quadrillent le territoire, une petite armée en alerte permanente. Car en Israël, chacun a appris à vivre avec la menace. Une réalité qu'Inès et Philippe ont vite assimilée. Ce couple a quitté la région parisienne il y a 3 ans pour s'installer à Ashdod, à une vingtaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. Ça, c'est l'école maternelle. Il y a un garde. Mais c'est pas un policier, c'est pas l'armée, c'est un garde privé. Dans leur quartier, les habitants restent toujours vigilants. En cas de danger, chacun se mobilise via les réseaux sociaux. Quand il se passe quelque chose dans les écoles, qu'on est à la recherche d'un terroriste, il y a tout un circuit qui se met en place. On reçoit un WhatsApp, on a un WhatsApp de la classe et les parents assurent la sécurité, surveillent les alentours de l'école. Dans 5 minutes, c'est l'affaire de tous. Un sac suspect, c'est l'affaire de tous. Et on signale un sac suspect, dans les 5 minutes qui suivent, il y a le robot qui est là pour déminer. Et on l'a vu, il bloque la rue entière et le robot arrive. Ils ne plaisantent pas avec ça ici. Des habitants sur le qui-vive qui observent et dénoncent tout événement jugé anormal. Inès et Philippe s'y sont habitués. Ils assurent se sentir en sécurité. En France, je n'ai jamais laissé mes enfants aller à l'école à pied. Je les accompagnais en voiture et j'allais les chercher en voiture. Ils n'allaient pas à la boulangerie tout seuls. Je les emmenais partout, en voiture. Alors qu'ici, depuis qu'on est arrivé, ils vont à l'école tout seuls, à pied. Pourquoi ? Parce que ici, je sais qu'ils sont en sécurité. Dans leur appartement, comme dans toutes les constructions récentes, ils bénéficient d'une mamade. Un refuge en cas d'attaque à la roquette où dorment chaque nuit 2 de leurs enfants. C'est une pièce blindée, c'est comme un bunker. C'est rassurant Évidemment, bien sûr, oui. Pourquoi ? Pourquoi quand on a eu il y a 2 ans la guerre avec Gaza et que les roquettes pleuvaient au-dessus de notre tête, on était bien content d'être dans cette pièce. En cas d'alerte, il leur suffit de tirer un volet blindé. Voilà, il faut fermer le volet jusqu'au bout. Et là, il ne peut rien arriver. Logiquement, il ne peut rien arriver. Une vie sous la menace dans l'un des pays les plus sécurisés au monde. Si le nombre d'attentats a baissé ces dernières années, il reste pourtant impossible, même en Israël, de tous les déjouer. Alors justement, pour aller un peu plus loin sur le plateau de 7 jours BFM, Eric Delbecq, directeur du département intelligence stratégique de Sifaris, c'est une société spécialisée dans la gestion de risques. Vous êtes auteur aussi de Idéologie sécuritaire et société de surveillance. Merci d'être avec nous. Loi implacable et contestée, on l'a vu, civil, armée, agents de sécurité, policiers et militaires omniprésents. Est-ce que c'est finalement le prix à payer pour faire face à la menace terroriste ? Dans un pays comme Israël, effectivement, on voit mal comment on pourrait ne pas prendre des mesures sérieuses, voire sévères. Et il y a un certain nombre de piliers qui sont inévitables et qui sont assez efficaces. Le plus important, je crois, c'est cette question du service militaire. Parce que tous les autres problèmes peuvent être interprétés par rapport à ça, notamment la question des armes. Quand on a une population qui est quand même massivement formée, puisqu'on a entendu que le service militaire était de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les femmes. Il y a et il est obligatoire. Et il est obligatoire, donc il y a une culture de l'armement qui peut minimiser les bavures, parce que c'est essentiellement ça le problème avec une arme, c'est qu'il faut être habitué, il faut connaître les conditions d'emploi, donc on ne peut pas parler de l'armement en Israël sans parler du service militaire. Après, les moyens des services de sécurité, de l'armée, l'importance du renseignement, tout ça est également, j'allais dire, assez banal, mais ça a atteint un niveau de professionnalisme en Israël qui est effectivement le plus élevé du monde sur un problème de sécurité publique. On peut parler du renseignement américain, par exemple, mais ce n'est pas appliqué à la même chose qui est la prévention du terrorisme au quotidien. Et pourtant, une attaque ce matin à Hébron, une attaque hier à Jérusalem-Est, 2 attaques en moyenne par mois dans la ville sainte. Est-ce que ce système est pour autant utile et efficace ? Alors on peut toujours discuter de l'utilité et de l'efficacité, mais en revanche, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on interprète toujours un dispositif de prévention, de lutte contre le terrorisme
pas sur le fait qu'il va autoriser à prévenir tous les actes, mais qu'il va pouvoir les minimiser, minimiser l'impact, rassurer la population. Et ces objectifs, ils sont aussi importants que le fait de pouvoir arrêter un acte avant qu'il ne se produise. Ce système israélien, est-ce qu'il est transposable en France, par exemple? Alors ça, c'est une question particulière parce que certaines choses sont des pistes de raisonnement, pas toutes et pas au même degré. Alors qu'est-ce qui fonctionnerait, par exemple? Alors par exemple, il est clair que la question du service militaire est une question capitale. Dans un pays comme le nôtre où globalement plus beaucoup de gens ont une culture militaire ou de sécurité, il est difficile après de pousser les gens à la vigilance quand finalement vous n'avez aucune connaissance de base sur cette violence exercée par les terroristes. J'ai une amie qui parle toujours de consentement à être une cible molle. Et effectivement, on a dans notre pays cette culture-là, c'est-à-dire que on ne comprend pas qu'effectivement, il faut préparer une population, pas simplement pour la rassurer, mais pour qu'elle soit un instrument, j'allais dire, quasi offensif contre les actes terroristes. En revanche, il y a des choses beaucoup plus contestables, comme le fait d'enfermer des gens sans avoir véritablement de preuves qu'ils sont dangereux et que ça puisse durer. Le principe, alors... Encore une fois, il ne s'agit pas de juger Israël, parce qu'ils sont quand même dans un état particulier, le jugement est facile. En revanche, dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas dans la même situation, c'est-à-dire nous sommes peut-être en guerre contre le terrorisme, mais quand même rien à voir avec ce qui se passe là-bas, il ne serait pas raisonnable d'avoir un tel niveau quelque part de déni des libertés individuelles les plus élémentaires. Alors justement, qu'est-ce qui peut être fait spécifiquement en France pour accroître la sécurité? Typiquement, moi je pense que le fait de se pencher sur les conditions de rétablissement de quelque chose qui ressemblerait au service national ne doit plus être un tabou et on ne doit plus l'envisager comme si c'était quelque chose d'absolument insurmontable et de trop coûteux. Il faut réfléchir aussi à un certain nombre de questions comme l'usage de la réserve opérationnelle et en particulier de la réserve gendarmerie. Autant je suis opposé à ce qu'on puisse armer dans l'ensemble, il peut y avoir des cas d'exception, mais qu'on puisse armer généralement les sociétés de sécurité privée, mais armer par exemple des réservistes opérationnels de la gendarmerie pour qu'ils contribuent à ce dispositif pourrait être une piste envisageable. Ça, ce sont certaines des solutions. Le renseignement, qui a déjà quand même une qualité dans notre pays assez grande, faire le procès service de renseignement, généralement, je trouve ça assez malhonnête, pourrait bénéficier du concours de spécialistes des sciences humaines qui vont connaître aussi le phénomène djihadiste d'un point de vue sociologique et le profilage dont on parlait tout à l'heure, adapté aux services de sécurité, c'est encore un parent pauvre dans notre pays. Est-ce qu'on sait, est-ce que vous savez si les Français sont prêts aujourd'hui à faire évoluer leur mentalité sur ces questions de sécurité? C'est toute la question. On a le sentiment que cette conscience augmente et puis de temps en temps, quelques événements viennent nous indiquer que finalement on n'y est peut-être pas encore assez prêt. Pour rentrer tout de suite dans un débat assez polémique, l'affaire du Burkini, c'est intéressant comme symptôme. Un certain nombre de commentateurs peuvent expliquer qu'il ne faut pas se polariser sur cette question. Il est clair que ça rentre dans un schéma de provocation et que ceux qui ne veulent pas l'appréhender comme une provocation sont sans doute pas en condition pour arriver à cet état de conscience qui nous permettrait de développer d'autres moyens. Éric Delbecq sur le plateau de 7 jours BFM.